Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Historiquement, comment se sont articulées institutions et mouvements sociaux? Les jours que nous sommes en train de vivre sont-ils des jours inédits? Quel regard l'historien porte-t-il à ce sujet? Bonjour Gérard Noiriel. Bonjour. Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien puisqu'on vous retrouve tous les jours dans le cours de l'histoire à 9h55 et vous publiez justement un recueil de certaines de vos chroniques, le pourquoi du comment, mieux vivre grâce à l'histoire, aux éditions Michel Lafon, France Culture. Gérard Noiriel, le fait d'observer le présent, de le commenter en historien, qu'est-ce que ça vous inspire en général et puis en particulier aujourd'hui, alors qu'il y a donc cette réforme des retraites et que celle-ci est discutée à la fois au Parlement et puis également dans la rue? Oui, ben justement, c'est le sous-titre aussi de ce livre qui est emprunté à Marc Bloch, dans son fameux livre Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, donc pendant la Résistance. Donc moi, c'est un peu l'idéal du métier, c'est-à-dire ça s'appelle aussi la fonction civique de l'histoire, c'est-à-dire éclairer, comprendre le passé, mais éclairer le présent sans forcément porter des jugements. Vous voyez, en tant que citoyen, on peut le faire, mais en tant qu'historien, je pense que notre fonction, c'est d'essayer d'éclairer parce que à la fois les choses se répètent et elles changent. C'est la contradiction. Donc c'est typique avec c'est pas le seul point que j'aborde évidemment dans le livre, mais c'est typique avec ce mouvement actuel des retraites parce que c'est une longue histoire. C'est pour ça que ça concentre aussi beaucoup de passion, parce que c'est presque, je dirais, un objet d'histoire totale de la question des retraites. Elle engage le rapport à la vie, au métier, aux inégalités, à tous les étages, etc. Et le rapport à l'État. Parce qu'en France, c'est les premières retraites, ça date de Colbert. Donc, vous voyez, pour essayer de fidéliser une clientèle, à l'époque, c'était les marins, ceux dont l'État avait absolument besoin. Au 19e siècle, ça s'est étendu à d'autres catégories, notamment aux fonctionnaires. Mais l'enjeu aussi en France, c'était un enjeu entre les partisans d'une intervention de l'État et puis les libéraux, notamment le patronat de la grande industrie, qui lui avait son propre système, disons, de retraite pour fidéliser des ouvriers. Donc il y a ce passé et au fil du temps, eh bien évidemment, il y a une intervention de l'État social. Donc en France, ça date surtout de l'après-deuxième guerre mondiale. Et puis aujourd'hui, avec la crise à laquelle on est confronté, il y a une remise en question d'un certain nombre d'acquis sociaux. Et donc il y a la dimension, au-delà de la dimension de retraite, c'est l'ensemble de la crise qu'on vit aujourd'hui qui est en cause. Alors, parmi les dates évoquées, il y a 1910. Qu'est-ce qui s'est passé en 1910, Gérard Noiriel? 1910, justement, c'est la première, je dirais, grande loi. Ça s'appelait la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, qui a suscité déjà des protestations, puisque la CGT appelait ça la retraite des morts, évidemment, puisqu'à l'époque, pour bénéficier de la retraite, il fallait avoir atteint l'âge de 65 ans, et il y avait très très peu d'ouvriers qui vivaient jusque-là. Donc ça a été un enjeu majeur et d'ailleurs il y a eu un recul de l'État 2 ans après où la pension a été augmentée, enfin l'âge a été reculé dans certaines circonstances, etc. Mais ce qui est intéressant par rapport à aujourd'hui, c'est qu'une partie des classes populaires était opposée à l'époque à une retraite. Oui, pourquoi? Parce qu'ils considéraient que l'intervention de l'État dans la vie des gens, c'était lié au fait qu'il fallait se faire enregistrer à l'époque pour pouvoir en bénéficier. Il fallait des timbres. Donc, il y avait toute une logique bureaucratique. Aujourd'hui, on est tellement habitué, on est tellement là-dedans que personne ne s'en étonne. Mais à l'époque, il y avait une forme de résistance qui était assez forte en France, parce que la France était encore un pays où le monde paysan, l'artisanat, etc., était très fort. Donc, les gens se disaient, vaut mieux que je garde mes sous pour me faire, enfin, vous voyez, une petite réserve ou acheter une terre, etc., plutôt que de le donner à l'État pour toucher des cotisations. Donc, la logique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une logique aussi où il y a progressivement une pénétration de l'État, de la logique de l'État dans l'identification des personnes en tant qu'ayant droit, etc., dont on ne parle pas aujourd'hui, tellement on l'a intériorisé. Mais dans l'histoire, c'est une dimension importante quand on aborde la question des retraites. Mais alors, ça veut dire quoi, justement, cette présence de l'État? Ça veut dire que, contrairement à ce que l'on pourrait entendre, on n'a pas affaire à une diminution de son rôle, ou alors, précisément, on a affaire à des mouvements de résistance, à une diminution du rôle de l'État, Gérard Noiriel? Oui, on a des phases comme ça historiques, c'est-à-dire que c'est cette espèce
espèce d'alliance qu'on trouve en 1910 entre une partie du patronat et une partie des classes populaires, on pourrait dire alliance libérale contre cette loi qui illustrait l'intervention de l'État plus massive, elle s'est progressivement atténuée, et après, il y a 36, le Front populaire, la première loi sociale, et 45, la résistance, etc. Et là, on est passé au nouveau stade, qui est celui de l'État social, et depuis les années 80-90, il y a une remise en cause. Donc il y a à nouveau cette question qui se pose, et certains disent qu'il vaut mieux avoir des assurances privées, etc. Donc il y a un retour de cette logique dans les enjeux actuels, oui. Et il y a aussi autre chose quand même, le fait qu'aujourd'hui, alors on est tellement habitué à cela qu'on ne le voit plus, mais il y a quelques années, pas si longtemps que ça d'ailleurs, les pauvres étaient principalement de vieilles personnes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a considérablement changé, puisque les pauvres sont bien souvent des familles monoparentales, autrement dit, bien souvent des femmes avec enfants. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gérard Noiriel ? Il y a effectivement une évolution dans les formes d'inégalité qui est très importante. Aujourd'hui, on sait que grâce aux acquis sociaux, à la retraite, etc., il y a des éléments qui ont favorisé, je dirais, les seniors, comme on dit, à condition, évidemment, toute une série de conditions dans leur vie active, la continuité du travail, donc ça avantage certaines professions par rapport à d'autres. Et je voudrais quand même faire une parenthèse, je souviens un point qui n'est pas beaucoup abordé dans cette bataille sur les retraites, c'est la question de l'immigration. Parce que ceux qui en souffrent le plus, justement, par rapport à la situation actuelle, ce sont les travailleurs immigrés, ceux qu'on a embauchés dans les années 70, etc., qui... parfois, on n'avait pas de papier, donc les clandestins, qui parfois, évidemment, les accidents du travail, etc., font des carrières interrompues. Et donc, voilà, on a des catégories, ça a été bien abordé par rapport aux femmes aussi, aujourd'hui, dans cette loi. Donc, la loi sur les retraites, elle met au jour aussi toute une série d'inégalités dans l'espérance de vie, selon les classes sociales, etc. Donc, c'est aussi ça qui condense aujourd'hui les difficultés. Le refus de cette réforme, est-ce qu'il signifie aussi une évolution du rapport au travail, Gérard Noiriel ? Je crois que, le rapport au travail, je crois que ce qui a changé, c'est que peut-être l'expression du rapport au travail, c'est-à-dire la visibilité de la pénibilité est plus grande aujourd'hui, grâce au développement des médias, des réseaux sociaux, etc. Mais que la souffrance au travail, elle n'est pas nouvelle. Je veux dire, quand vous voyez dans les mines moi, j'ai fait ma thèse sur les mineurs de fer et les sidérurgistes. Quand la France, dans les années 30, en Lorraine, c'était l'un des pays du monde où les taux d'accidents mortels du travail étaient les plus importants. Mais qui en parlait à l'époque? Pratiquement personne, sauf les journaux ouvriers, mais c'était une fraction marginale un peu de la population par rapport à l'opinion publique. Donc aujourd'hui, ça c'est un progrès plutôt, une sorte de conscience collective de la pénibilité du travail. Alors justement, ces mineurs, ils arrêtaient de descendre à la mine à quel âge? Comment vivaient-ils? Souvent, ils n'allaient pas... c'est quand même dans les mines qu'il y a eu les premières retraites, justement, à cause de cette pénibilité du travail, mais très peu atteignaient la retraite. C'était des métiers extrêmement difficiles, et c'est d'ailleurs des lieux qui ont concentré l'immigration. Parce que, justement, d'abord les Belges, ensuite les Polonais, etc., dès le 19e siècle, on a fui ces métiers-là. C'était une manière de fuir la pénibilité du travail, c'était d'essayer de changer de métier, de faire, les pères essayaient que leurs enfants fassent l'apprentissage, etc., pour passer au jour et non plus travailler au fond de la mine. Bon. Donc on a là une évolution, mais la pénibilité du travail s'est transformée aussi. C'est-à-dire, il y a moins d'accidents, mais il y a une intensité du travail qui a augmenté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des éléments qu'on entend par rapport à la retraite, des gens qui se disent comment je vais tenir jusqu'à 65, 67 ans. Donc la question de l'allongement de la vie, comme on dit, c'est pas le seul critère qu'on doit prendre en compte. C'est aussi cette question de la pénibilité. Et puis, il y a certainement aussi des aspirations à ne plus vouer complètement sa vie au travail, parce qu'il y a une diversification des possibilités, des loisirs, des gens veulent aussi pouvoir se réaliser leur vie, des rêves qu'ils ont eu toute leur vie, qui n'ont pas pu le mettre en œuvre, de le faire au moment de la retraite. Et puis alors, l'évolution des institutions ou des pratiques institutionnelles, le 49.3, alors ce que certains appellent le passage en force, le gouvernement et notamment le président de la République appellent ça le cheminement démocratique de la loi. Vous, historien Gérard Noiriel, que diriez-vous ?
Justement, la question de la démocratie, elle est intéressante dans ce débat-là, puisqu'il y a différentes conceptions de la démocratie. Bon, il y a la démocratie qui s'est imposée par la délégation de pouvoir, au détriment de la démocratie directe, que les Gilets jaunes, par exemple, avaient voulu réactiver. Et puis, voilà, là, il y a ce fameux 49.3, donc, qui court-circuite le débat parlementaire. Mais je crois qu'on oublie quand même que le 49.3, il a été appliqué en 2016 avec la loi El Khomri, c'est pas si ancien. Donc un gouvernement de gauche qui a fait passer cette loi sur le travail de cette manière-là. Ça avait suscité déjà des protestations. C'est aussi une des causes de la scission au sein du Parti socialiste. Alors, oui, parce que il faut rappeler aux auditeurs pourquoi le gouvernement l'avait utilisé, parce que précisément cette loi, elle ne faisait pas unanimité au sein. Voilà, c'est toujours quand il n'y a pas la possibilité d'avoir une majorité électorale. Donc il y a une. Mais là, c'était au sein de la propre majorité gouvernementale. Voilà, c'est ça, c'est lié aux frondeurs, c'est la question des frondeurs. Donc ce mouvement-là, je pense qu'il peut servir aussi de précédent, parce que ça a aussi initié le mouvement de la Nuit debout, vous savez, qui a existé pendant plusieurs mois, où justement, à partir de cette crise de la démocratie représentative, certains voulaient réhabiliter des formes de démocratie directe où on discutait le soir. Enfin bon, la nuit, voilà. Et puis ces mouvements s'étiolent. C'est une des spécificités citées de la situation actuelle, peut-être liée aux réseaux sociaux, aux transformations donc de l'espace public, c'est que ces mouvements peuvent être intenses, charrier toute une série de propositions. C'était le cas aussi avec les Gilets jaunes. Et puis après, a tendance à s'affaisser. Et puis voilà, la roue tourne, comme on dit. Mais il y a aussi une évolution également donc de ce que voulait la gauche à l'époque de la loi El Khomri, de ce qu'elle veut aujourd'hui. Alors, ce n'est plus la même gauche, la coalition n'est pas la même. Là aussi, Gérard Noiriel a un commentaire à ce sujet. Justement, dans ce livre, j'ai aussi une chronique sur la définition de la gauche et de la droite, parce que ça peut évoluer au cours du temps. Au cours de l'histoire, on a vu des évolutions. Si on prend par exemple la question nationale, qui était une question de gauche, qui est passée à droite, etc. Et là, on voit bien aujourd'hui qu'on est aussi dans une période de redéfinition gauche-droite. Pourquoi ? Je pense pour différentes choses. Il y a des choses qui ne concernent pas la question du travail, mais du rapport aux valeurs, aux normes. Est-ce que c'est le social ou est-ce que c'est les identités, les spécificités d'origine, etc., qui doivent jouer un rôle majeur? Comment articuler tout ça? Enfin bon. Et puis il y a un éclatement des partis. Je pense qu'il y a un éclatement des partis qui rend beaucoup plus difficile qu'avant la cohésion. Et on le voit à gauche, mais aussi on le voit à droite, puisque c'est le cas actuellement. Donc ça crée aussi une difficulté particulière pour la structure politique, c'est-à-dire les partis politiques, et du coup le recours au président, celui qui s'impose comme le chef de l'État avec les pouvoirs que lui donne la Ve République, est plus important. La gauche est-elle plus à gauche aujourd'hui qu'hier, Gérard Noiriel? Il faudrait avoir une définition objective du mot gauche pour pouvoir répondre à cette question-là. Moi, je pense qu'elle se recompose et qu'on est aujourd'hui. Historiquement, si vous voulez, c'est vraiment on voit le lien dans les recompositions de l'espace public, puisque dans la démocratie représentative, l'espace public, il est structuré par la presse, par les journaux, par les journalistes, etc. Il faut bien un lieu où les citoyens puissent échanger, mais à distance. Et donc, lorsqu'il y a des grandes transformations des instances de communication, comme c'est le cas aujourd'hui, et comme ça avait été le cas à la fin du 19e siècle, c'est pour ça que la fin du 19e siècle, c'est une période très intéressante, avec la naissance de la presse de masse à la fin du 19e siècle, et donc des partis politiques. Aujourd'hui, on est dans une période de restructuration de l'espace public, affaiblissement des partis, multiplication des réseaux de communication, souvent plus réduits, mais voilà, qui structurent des groupes, et tout ça rend l'exercice de la démocratie plus compliqué, à la fois avec des avancées, mais aussi avec des reculs. Et oui, parce que lorsque vous évoquez la loi El Khomri et les difficultés qu'il y avait eu au sein du PS,
ces difficultés, elles étaient liées notamment à la disparition de la discipline de parti, et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui, puisque si le 49.3 a été utilisé, c'est notamment parce que le gouvernement ne pouvait pas être sûr des voix des Républicains. Alors, ce qui signifie deux choses. D'abord, il n'y a plus de discipline de parti, y compris auprès des Républicains, et puis ça signifie aussi, puisqu'on était dans la définition de la droite et de la gauche, que des Républicains peuvent voter contre une loi qui, a priori, aurait été une loi en phase avec ce qu'ils voulaient traditionnellement. Oui, c'est ça. Il y a, je crois aussi, le fait que dans l'opinion, comme on dit, cette loi soit massivement rejetée. Évidemment, c'est là il reste quand même notre démocratie fonctionne parce que derrière, évidemment, il y a le siège, il y a la question de la réélection, il y a la question de l'électorat. On a entendu beaucoup de députés qui disaient, oui, quand je vais dans ma permanence, les gens sont inquiets, etc. Oui, alors souvent quand je vais dans ma permanence, ceux qui disent cela sont des élus, les Républicains de circonscriptions rurales ou ouvrières. Voilà, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on voit que dans ces milieux qui n'étaient pas forcément les plus engagés dans la lutte sociale, il y a aujourd'hui un mécontentement, une radicalisation, et que cette question des retraites, évidemment, on ne peut pas l'isoler non plus d'un malaise social plus global qui existent depuis un certain nombre d'années, qui sont peut-être liées à des questions structurelles aussi de déclassement de l'économie française, et qui rendent difficile aussi l'exercice des mandats politiques. Et alors, cette motion qui a été lancée par Charles de Courson, autrement dit par un député centriste, et qui est censée faire le trait d'union entre le Rassemblement national et la NUPES. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Noiriel ? Non pas sur le fond, mais sur le fait qu'il y ait ce drôle de trait d'union, quoi. Ça fait partie des stratégies politiques. Si vous voulez espérer avoir une majorité, il faut dépasser les clivages partisans et puis essayer de créer un consensus qui n'a pas un consensus, mais enfin une majorité. Donc, alors là, c'est vraiment une majorité de circonstances ? Il me semble, oui. Enfin, moi, je suis pas un grand expert dans ce genre de choses, mais je crois que c'est effectivement une manière de montrer que ça dépasse les clivages. Ça, c'est intéressant aussi parce que l'intersyndical, par exemple, c'est aussi un événement très très important puisque on sait que traditionnellement entre la CGT et la CFDT, c'était pas forcément évident d'arriver à créer une alliance ferme, durable. Et jusqu'aujourd'hui, en tout cas, elle existe. Donc, il y a, oui, ces différentes stratégies d'unité qui existent. Est-ce que ça vous rappelle, non pas l'intersyndical, mais le trait d'union, le fait qu'il y ait des recompositions, des alliances de circonstances? Est-ce que ça vous rappelle la Troisième République? Oui, on a eu effectivement, on pourrait revenir même à l'époque de l'affaire Dreyfus, avec le bloc des gauches, voilà, ou bien l'alliance qui a débouché sur le Front populaire. On a la mise en place du Front antifasciste en 1934, et puis après, donc, une alliance électorale. Et quand on voit les alliés de l'époque, socialistes, radicaux et communistes, leur divergence de vision de la politique était bien aussi grande que ceux qu'il y a aujourd'hui au sein de la coalition en formation pour cette motion de censure. Donc après, voilà, après il y a des nécessités qu'impose la logique démocratique dans laquelle on vit, qui est la loi du nombre. Si vous voulez gagner les élections, vous ayez le plus grand nombre d'électeurs. Et donc cette logique-là implique que des gens, se fassent des compromis. Puis après, il y a l'exercice du pouvoir. On l'a vu sur le Front populaire combien c'est difficile. Mais justement, est-ce que le fait qu'il y ait des coalitions, est-ce que c'est une forme dégradée de la démocratie ou au contraire une forme adulte, rationalisée ? Je dirais que, alors là, si on faisait une comparaison selon les pays, on voit que la démocratie peut être complètement dégradée quand il y a vraiment des conflits comme ça entre organisations qui n'arrivent pas à s'entendre, etc. Donc, il faut trouver des formules de façon à respecter ce qui est le cœur de la démocratie représentative, c'est-à-dire, trouver une majorité d'électeurs, quoi. Gérard Noiriel, historien, le pourquoi du comment, c'est le livre que vous publiez en coédition Michel Lafon France Culture. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. J'ai noté beaucoup de chroniques où vous évoquez des thèmes d'actualité. Pourquoi les ouvriers ne votent plus à gauche. J'ai noté aussi une chronique, cette fois-ci dans l'actualité internationale. Pourquoi Poutine a annexé la Crimée. Et puis, plus généralement, une interrogation, par exemple, pourquoi il est
faux d'affirmer que la société française est de plus en plus violente. Tout cela, ça résonne avec cette actualité. Gérard Noiriel, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer ces thèmes historiques en matière de présent. 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h21, Gérard Noiriel, vous êtes notre invité, vous êtes historien, vous publiez Le Pourquoi du Comment, une sélection de certaines de vos chroniques, des chroniques qu'on peut entendre à 9h55 dans le cours de l'histoire du camarade Xavier Mauduit. Ce livre, il est publié aux éditions Michel Lafon, France Culture, c'est une coédition. Mon camarade Jean Lémarie, dans son billet politique, vient de parler de chaos. Il a expliqué que ce terme était employé évidemment dans un but à la fois politique et polémique. Aujourd'hui, pour l'historien que vous êtes, qu'est-ce qui signifie ce terme de chaos? Est-ce qu'une société peut être en ordre ? Si vous voulez, on voit là l'évolution du langage, même dans la définition de ce que c'est que la violence politique. Si vous comparez par exemple avec le 6 février 1934, où il y a eu une trentaine de morts à la suite de cette manifestation, où les manifestants d'extrême droite voulaient prendre l'Élysée, etc. On voit bien qu'il y a globalement, c'est ce que je raconte dans une des chroniques, un recul de la violence. Mais il y a aussi la sensibilité à la violence. Le mot violence, lui aussi, mérite définition. Donc un recul de la violence physique, donc un recul aussi des formes de chaos extrêmes, qui sont les chaos révolutionnaires, pour une vision plus symbolique. C'est-à-dire maintenant, le fait qu'il y ait 3 poubelles dans la rue, on va dire que c'est le début du chaos, ou le fait que la permanence d'un élu soit taguée, etc. Alors après, voilà, chacun peut interpréter comme il veut, mais historiquement, oui, on peut dire que c'est la preuve d'un aspect positif, c'est-à-dire la pacification des relations sociales dans nos sociétés, oui. C'est ça qui nous rendrait de plus en plus intolérants ou de plus en plus impressionnables, effectivement, par des manifestations, des autocollants sur une permanence. Bon, c'est peut-être embêtant, il faut enlever les autocollants après, mais ça ne représente peut-être même pas une violence symbolique, qu'en pensez-vous, Gérard? Oui, c'est ça. Alors après, le fait qu'une personne se fasse insulter, c'est toujours répréhensible, c'est bien évident. Donc c'est pas des choses qu'il faut justifier, mais on peut les expliquer. C'est le rôle justement de l'historien. Donc effectivement, il y a une évolution et cette symbolique, elle est aussi liée aux modifications du système de communication. C'est-à-dire que avec le développement des réseaux sociaux, des médias, des chaînes d'infos en continu, etc. Il y a une focalisation, on le sait, ça a été parfois reproché à ces chaînes, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, où il y avait une focalisation sur les actes de violence. Donc ce qui fait qu'un certain nombre de gens qui se disent, comme vous le notiez tout à l'heure, que quand on joue le jeu de la démocratie, ça marche pas, eh bien, voilà, allons vers des formes violentes, mais voilà, qui sont malgré tout limitées par rapport à la violence telle qu'on l'a connue dans l'histoire. La répression d'ailleurs des manifestations, il n'y a pas que le 6 février 34. Vous évoquez par exemple la répression de la manifestation du 8 février 1962 dans le pourquoi du comment. Peut-être quelques mots alors sur cette situation qui, bien entendu, n'a absolument rien à voir avec ce à quoi on assiste aujourd'hui, mais justement, qu'est-ce que l'on peut tirer comme enseignement sur cette page tragique de notre histoire, Gérard Noiriel? Oui, donc là, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Il y a 2 manifestations extrêmement sanglantes. Le 17 octobre 61, contre les travailleurs algériens qui avaient manifesté, et puis celle du 8 février 62, qui va faire, en plus, 7 ou 8 victimes, et qui marque là, effectivement, la violence d'État à l'encontre des manifestants. Donc, ça a donné lieu à une polémique. Après, dans la mémoire collective aussi, disons, on a dans un premier temps beaucoup mis en valeur la manifestation de 62 de Charonne, c'était au métro Charonne, parce qu'elle impliquait parmi les victimes, la plupart étaient communistes. Et puis après, aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre en évidence, à rappeler, à commémorer celle du 17 octobre 61. Mais globalement, on était là dans un contexte où la violence d'État était plus forte qu'aujourd'hui. Comment était-elle reçue, cette violence d'État ?
Elle était, je crois là il y avait un clivage aussi politique partisan beaucoup plus net, beaucoup plus clair qu'aujourd'hui entre la droite et la gauche, et donc elle était évidemment condamnée fermement par toutes les forces de gauche, aussi les associations comme la Ligue des droits de l'homme, etc. Et puis sinon acceptée, du moins minimisée par la droite et l'extrême droite. Je pense que les choses ont changé. Il y a eu 68 où la violence n'a pas été, il y a eu des victimes dans les mouvements de mai-juin 68, mais il y a même déjà un recul. Et puis, par la suite, donc, il y a une sorte, même au niveau de la police, une sorte de volonté de minimiser les affrontements physiques. Et là, ça a été une leçon des Gilets jaunes, c'est un retour aussi de la violence dans la répression. Ça a été montré même par des études sociologiques. Donc, il y a, vous voyez, une tension. On n'est pas dans un mouvement qui est linéaire vers de plus en plus de pacification. Mais dans une tendance longue, sur la longue durée, si on prend à une échelle séculaire, je dirais, il y a effectivement un recul de la violence physique. Gérard Noiriel, vous êtes historien, vous êtes penché sur un grand nombre de phénomènes, la politique, la droite, l'extrême droite. Vous avez publié un livre sur Éric Zemmour. Alors justement, il y a aujourd'hui une actualité autour de lui, une actualité éditoriale. C'est par exemple un article que l'on trouve dans Le Parisien aujourd'hui. Éric Zemmour redevient écrivain. Restera-t-il politique? C'est la question que pose Le Parisien. Il publie un ouvrage qui revient sur sa campagne, un ouvrage de règlement de compte. C'est un genre littéraire connu en politique. Il en veut notamment à Marine Le Pen. Il en veut aussi au maire de Béziers, à Robert Ménard, qui est considéré par Éric Zemmour comme un traître. Si vous deviez justement évoquer ce personnage, puisque vous l'aviez comparé notamment à Maurras, il n'a pas obtenu le score qu'il souhaitait à la présidentielle. Que diriez-vous sur le phénomène Éric Zemmour, Gérard Noiriel? Je dirais que la première chose, moi, qui m'a choqué, qui a été la raison du livre que j'avais consacré, je reprends d'ailleurs dans une chronique autour de Charles Martel, la bataille de Poitiers 732, etc., c'est le fait qu'on puisse le considérer comme un historien. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu un petit livre qui a été publié chez Gallimard dans la collection Trac, où un collectif d'historiens de différentes générations, historiens, historiennes, se sont mobilisés pour les différents points que Zemmour avait abordés dans ses bouquins historiques pour montrer que ça ne tenait pas du tout la route du point de vue de la recherche historique. Donc c'est un usage de l'histoire. J'ai montré que c'était classique à l'extrême droite, depuis Drummond, Maurras, etc. Un usage politique, qui est injustifiable d'un point de vue de la recherche historique, donc de la vérité historique, et qui politiquement n'est pas forcément toujours gagnant. J'avais montré par rapport à Drummond qui a été élu député, puis qui s'est à l'Assemblée nationale écroulé parce que il n'a pas été réélu, etc. Donc c'est un peu le pronostic que j'avais fait, qui n'a pas été tout à fait faux, puisque finalement le score qu'il a fait au présidentiel a été assez limité par le fait. Donc il y a un ressentiment. Moi je sais pas, j'ai pas lu ce dernier ouvrage, j'ai lu les comptes rendus. Donc c'est une sorte de ressentiment qui s'exprime en accusant les autres, quoi. Donc je ne sais pas si à partir de là on peut espérer faire une grande carrière, ni comme écrivain, ni comme politicien. Bon, alors en tout cas, comme vendeur de livres, pour l'instant, Éric Zemmour a fait une carrière relativement florissante. Mais est-ce que ça signifie qu'on a affaire à deux extrêmes droites? Dans le même temps, l'extrême droite, je veux dire le Rassemblement national, qui lui-même récuse d'ailleurs ce qualificatif d'extrême droite, se considère comme un parti social. C'est un parti qui est hostile à la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a donc deux partis à la droite extrême? Est-ce que l'on a affaire à une mutation de l'extrême droite selon vous, Gérard Noiriel? Je pense que effectivement, historiquement, l'extrême droite change également. On le disait tout à l'heure pour la gauche et la droite, mais l'extrême droite d'aujourd'hui
ne peut pas être comparé avec l'extrême droite des années 30. Maurras, vous savez, il était hostile à la République, il voulait restaurer la monarchie, etc. Il y avait une violence aussi de rue, là encore, qui était beaucoup plus importante, etc. Bon, donc il y a une évolution. Et je pense que dans les mobilisations de gauche ou d'extrême gauche, le fait d'attiser comme ça cette thématique de l'extrême droite en faisant référence constamment aux années 30, on ne peut pas, en tant qu'historien, le légitimer. C'est de l'anachronisme, quelque part. Ça ressemble pas du tout aux années 30, la période que nous traversons. Il y a toujours, on peut toujours trouver des points communs. Il y a des points communs dans la rhétorique, c'est ce que j'avais essayé de montrer. Mais globalement, le schéma politique, le champ politique, la violence politique n'est pas la même. Je veux dire que ce soit dans les années 30, vous avez l'affrontement entre l'extrême gauche qui est représentée par le Parti communiste, et qui appelle à la révolution prolétarienne, l'image de l'URSS, etc. Bon, et de l'autre côté, vous avez l'extrême droite qui veut liquider la République, ce qui sera fait d'ailleurs sous Vichy. Donc il y a là, on est dans une sorte de réutilisation. Même le thème de la laïcité, par exemple, aujourd'hui, il est utilisé comme une revendication aussi par le Front National, le Rassemblement National, alors que dans les années 30, on sait que la question religieuse, catholique, laïque, est tout à fait centrale. Donc, il y a toute une série d'évolutions qu'il faut déjà avoir en tête pour comprendre les recompositions dans ce qui va s'appeler extrême droite, avec des gens qui récusent l'étiquette. Et après tout, ils ont le droit aussi de récuser l'étiquette. Donc voilà, il y a des tentatives. Ce qui est commun avec l'extrême droite, c'est qu'on voit dans les années 30, quand il y a une déstabilisation du champ politique, comme c'était le cas des années 30, par exemple Doriot, vous voyez, des gens qui étaient ex-communistes, qui vont créer un nouveau parti, le PPF, et qui essayent de s'implanter. Vous voyez, de trouver leur place. Ce sera un échec pour Doriot. Bon. Mais voilà, donc à partir de là, oui, il y a un champ politique, une structure politique qui peut transcender les époques. Et aujourd'hui, on voit effectivement la tentative de Zemmour, c'était d'essayer d'installer une nouvelle mouvance, moins populaire peut-être, plus centrée sur des questions aussi des valeurs, mariage pour tous, etc. Et jusqu'à présent, il n'y a pas l'espace pour ça, parce qu'il manque l'électorat, on pourrait dire. Alors le mot populiste, ça c'est un nouveau mot. Vous revenez d'ailleurs sur ce terme dans votre livre Le pourquoi du comment, Gérard Noiriel. Est-ce que par exemple ce terme est plus adapté pour qualifier aussi bien, je ne sais pas moi, la NUPES selon vous, le Rassemblement National, voire on a parlé également d'un populisme du centre pour le mouvement d'Emmanuel Macron? Que diriez-vous ? C'est un mot ambigu, polysémique. Je montre dans la chronique, il y a une époque où le mot populiste, il était vu très positivement. Il y a un prix littéraire, le prix populiste, qui était donné à des écrivains issus des milieux populaires, et voilà, qu'on voulait aider à se faire un nom dans l'espace public, etc. Et puis, il y a une évolution, une inversion, ça date peut-être d'il y a 15-20 ans, je ne sais pas précisément la date, mais où le terme populiste a été employé de plus en plus négativement. Alors, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le mot populiste, par exemple, pour dénoncer des gens qui sont des porte-parole de revendications qui viennent des classes populaires. Là, c'est injuste d'utiliser un terme péjoratif. C'est normal dans une démocratie qu'il y ait des gens qui soient les représentants des milieux populaires qui n'ont pas accès à l'espace public. Mais le terme populiste peut aussi désigner aussi une tendance politique qui vise à exploiter la souffrance du peuple pour ses propres intérêts partisans. Trump est un exemple, je trouve, très, très frappant de populisme. Donc, il y a l'ambiguïté du terme qui fait qu'un certain nombre de gens, sociologues notamment, hésitent à l'utiliser et préfèrent trouver d'autres vocables pour définir le contexte politique. Mais alors, ce qui est étonnant, vous citez Trump, c'est particulièrement éclairant à cet égard. On se demande, dans ces conditions, pourquoi ces populistes attirent le peuple. Vous posez la question de but en blanc, pourquoi les ouvriers ne votent plus à gauche, Gérard Noiriel ? Alors, effectivement, il y a une histoire longue qui est le rapport entre la gauche et le monde ouvrier. Donc, pour pas trop remonter trop loin, on peut dire que c'est sous la Troisième République, avec Jaurès, vous voyez, avec la naissance de l'Humanité, avec le Parti socialiste, avec la naissance de la CGT, etc. Il y a un lien qui se constitue précisément entre le monde ouvrier mobilisé, la classe ouvrière mobilisée,
et la gauche. Et ce lien, ce qu'on a eu tendance peut-être, et je dirais presque moi aussi dans mes premiers travaux, parce que j'ai écrit un livre sur l'histoire du monde ouvrier, c'est que la classe ouvrière n'a jamais représenté l'ensemble des classes populaires. Il y a toujours une fraction des classes populaires, surtout en France, où la paysannerie a été pendant très longtemps importante statistiquement, et puis surtout les travailleurs indépendants, comme on disait, la petite entreprise, des gens qui vivaient parfois plus mal que les ouvriers, qui pouvaient pas se reconnaître dans le discours véhiculé par la gauche, et donc qui ont été, même sous le Front populaire, un petit peu tenus à l'écart. Et malgré tout, il y a un élan qui, en France, est né beaucoup à partir du Front populaire, qui a duré jusqu'à les années 70, qui a structuré la gauche, socialiste, communiste, autour de ces valeurs du salariat, du monde ouvrier, et qui s'est délité à partir des années 80 pour des raisons sociologiques déjà, c'est-à-dire la crise économique, la désindustrialisation, c'est-à-dire les bastions forts du monde ouvrier se sont effrités. La précarisation de l'emploi qui a affaibli les syndicats, etc. Et puis, un autre élément qu'on peut pas nier, c'est aussi l'expérience de gauche avec Mitterrand, en 81. Le fait que les promesses faites par la gauche d'un monde meilleur, qui avait suscité beaucoup d'espoir, du 10 mai 81, peut-être pour les anciens, etc. Et donc il y a une déception qui a beaucoup entraîné des désillusions et du coup ouvert un nouvel espace qui a été tendanciellement occupé par l'extrême droite. Bon, on continue dans ce regard que vous posez sur l'actualité, au travers de vos chroniques, Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. On a entendu évoquer Vladimir Poutine, à la fois en raison donc de la visite de Xi Jinping, le président chinois, et puis également parce que Vladimir Poutine se serait rendu à Mariupol. Et vous évoquez dans votre livre l'annexion de Vladimir Poutine, la Crimée. Pourquoi l'a-t-il annexé? Là aussi, l'historien que vous êtes voit ressurgir des noms qui ont été importants dans les livres d'histoire, notamment pour l'histoire du XXe siècle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, alors, ce que je voudrais dire, c'est aussi que cet exercice des chroniques, qui conduisent à présenter en 3 minutes 30, 3300 signes à peu près, des questions historiques sur lesquelles moi, j'ai pas toujours travaillé personnellement, où je vais donc être tributaire des chercheurs, des chercheuses qui ont travaillé sur ces sujets-là. C'est un exercice difficile, surtout quand on veut le tirer sous un angle qui va faire le lien entre le passé et le présent, en gros, c'est là. Donc là, pour cette chronique, là, plus particulièrement, donc effectivement, par rapport à la guerre que la Russie a déclarée à la Crimée, à l'Ukraine, pardon, j'ai pris l'exemple de la Crimée en me disant quel rapport ça peut avoir avec la France. Eh bien oui, il y a eu la guerre de Crimée en 1856 dans laquelle Napoléon III a été impliqué. Et les traces, c'est ça j'aime beaucoup ça, ces questions de traces. Eh bien, on a boulevard de Sébastopol, par exemple, pont de l'Alma. Ce sont des batailles remportées par les Alliés, les Anglais et les Français, en 1856 et qui ont donc humilié aussi la Russie. Et resté comme ça dans l'inconscient ou même dans la mémoire collective russe, parce qu'on sait que Poutine mobilise beaucoup l'histoire, lui aussi, pour justifier ses entreprises. Eh bien, il y avait cette défaite de 1856 qui n'avait pas contraint complètement les Russes à abandonner la Crimée, mais qui avait limité leurs ambitions. Parce que, voilà, la Crimée, disons, ça date du XVIIIe siècle. Catherine de Russie qui a réprimé, notamment les Tatars dans cette région-là, qui a russifié, etc. Et ça reste donc un contentieux ancien qui a ressurgi et qui ressurgit aujourd'hui dans notre actualité. Et justement, lorsque vous voyez ces résurgences, plus généralement aussi la manière dont on peut voir à la fois l'histoire en train de se faire au quotidien, puisque suivre la guerre en Ukraine, c'est cela aussi un peu, Gérard Noiriel, se rappeler que les hommes ne savent pas forcément l'histoire qu'ils font, et je ne sais pas, faire un rapprochement par exemple avec la guerre de 14-18, l'un de vos confrères, Christopher Clark, a écrit un livre intitulé Les Somnambules pour expliquer à quel point les hommes sont allés vers la guerre sans véritablement savoir qu'ils y allaient. Alors là, la Russie savait bien sûr qu'elle allait vers la guerre en Ukraine, mais le contexte international, y a-t-il des rapprochements à faire ?
Disons que du côté russe, oui, on le sait, c'est-à-dire les gens qui sont envoyés, on les sort des prisons, enfin il y a une logique qui n'est pas un sentiment patriotique de défendre une patrie, alors que ça existe du côté ukrainien beaucoup plus fortement. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a, en 14 en tout cas c'était clair, l'idée que la guerre en 3 mois se serait réglée, etc. Donc ça met en cause toute la propagande qui avait été initiée avant des deux côtés, enfin aussi en Allemagne, etc. Et donc qui faisait la fleur au fusil. Enfin c'est cette formule-là qui s'était imposée. Là je crois pas qu'on puisse quand même faire un parallèle tout à fait évident entre les deux. Je crois qu'il y a vraiment une forte dimension, enfin moi ce que je peux voir, parce que je suis pas un spécialiste de l'Ukraine, mais de volonté de défendre un pays qui a été agressé et envahi. Et du côté russe, eh bien là il y a une logique qui rappelle presque l'ancien régime par le fait, vous voyez, où on force des gens, où on les contraint à aller à la guerre en leur promettant qu'ils seront libérés de leur peine, etc., et qui se font massacrer sur le champ de bataille. Bon voilà, là il y a une forme d'ignorance, je crois aussi, dans tous ces soldats russes qui vont au front de ce qui les attend, même si on a vu récemment des reportages montrant qu'il y a une prise de conscience qui vont à la boucherie par le fait. Donc, il y a peut-être aussi la question des empires, c'est-à-dire la question à la fois de la désagrégation de l'empire soviétique, de sa reformation, une tentative en tout cas de reformation de la part de Vladimir Poutine. Oui, c'est ça. C'est frappant, hein, dans la justification que Poutine avait donnée justement de l'annexion, il y avait l'idée que finalement l'Ukraine c'était le berceau de la Russie, et donc il y a une logique impériale visant à justifier cette annexion au nom de, alors il ne dira pas l'empire russe, mais d'une notion de la grande Russie, comme on disait, avec Kiev comme symbole, comme centre. Et oui, avec là aussi, alors Éric Zemmour, vous l'évoquiez il y a quelques instants, dans son utilisation de l'histoire, il y a chez Vladimir Poutine, dans un autre registre, une utilisation de l'histoire. Oui, c'est pour ça que le Marc Bloch était lucide là-dessus. C'est-à-dire que le combat autour de la connaissance et de la vérité historique, c'est aussi un combat politique, indirectement. Mieux vivre grâce à l'histoire, c'était de dire, se battre pour la vérité historique, c'est aussi contre tous ceux qui la manipulent. Et Marc Bloch citait les historiens de l'époque, les Gaxot, autres, Maurras, etc. Donc justement des gens... Un historien d'extrême droite. Voilà. Bainville a beaucoup été cité. Voilà, Bainville était une cible explicite de Marc Bloch, en disant, voilà, parce que ces gens qui utilisent l'histoire, l'utilisent dans des fins de violence par le fait politique. Et justement, lorsque vous écrivez ces chroniques, est-ce que vous pensez que l'utilisation de l'histoire oblige les universitaires à descendre dans l'arène et donc à essayer d'apporter eux aussi leur vision des phénomènes historiques? Disons que moi, c'est aussi lié à ma trajectoire sociale, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu le souci, depuis le début de ma carrière, de trouver des moyens de diffuser les connaissances que produisaient les chercheurs au-delà du cercle des spécialistes. Voilà, donc c'est pour ça que je m'occupe aussi d'une association d'éducation populaire. Je fais ce travail depuis longtemps, ce qui est pas facile parce qu'en même temps, il faut rester. Je dirais que on n'est pas là pour commenter l'actualité, on est là pour l'éclairer. Et parfois, ça impose de poser les questions autrement qui vont être posées dans l'actualité. Et c'est ce qui fait l'une des difficultés, ce que j'appelle les enjeux de traduction, vous voyez, de façon à ce que ça puisse aussi, moi, mon idéal, ma définition de la laïcité, c'est l'émancipation des personnes, c'est-à-dire apporter des connaissances, je crois que c'est une valeur républicaine qu'on a un peu oubliée, mais apporter des connaissances aux gens pour qu'eux-mêmes fassent une démarche par rapport à leur propre vie. Bon, alors vous allez rester là, Gérard Noiriel, puisque à 9h55, on entendra un pourquoi du comment dans le cours de l'histoire du camarade Xavier Mauduit. On retrouve donc certaines de ces chroniques dans le livre que vous venez de publier aux éditions Michel Lafon, France Culture, le pourquoi du comment, mieux vivre grâce à l'histoire. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous.